Bienvenue à Saint-Berlin-des-Prés, chère Marie, à Berlin que vous ne quitterez jamais, comme vous l'avez dit un jour, et ce qui nous réjouit, nous autres Berlinois et Berlinoises. Je suis heureuse de vous revoir parce que grâce à ça, j'ai pu de nouveau me replonger dans cet univers, votre univers littéraire qui reste si mystérieux et si limpide à la fois, grâce à la magie de votre écriture. Et par vos romans, vous envoûtez déjà depuis pas mal d'années aussi les lecteurs allemands. Nous connaissons moins vos pièces de théâtre, donc c'est une très belle occasion de vous découvrir aussi dramaturge. Et si je suis bien renseignée, c'est même en avant-première que nous avons pu maintenant entendre une partie de Berlin, mon garçon, parce que la pièce, la première a dû être repoussée, je pense, à cause de Corona. Donc, La première aurait dû avoir lieu au Théâtre national de Strasbourg en mars ou avril 2020. Et puis, elle aurait dû avoir lieu en avril 2021 et les salles n'ont pas rouvert encore. Et elle va avoir lieu en France, au Théâtre de l'Odéon, le 16 juin. Donc, en effet, la lecture au LCB sera la véritable première de cette pièce. donc, nous sommes vraiment gâtés à plusieurs reprises. Et ce que je trouve fascinant, c'est que vos romans, vous les écrivez évidemment sans aucune incitation extérieure, mais les pièces sont sur commande. Donc aussi Berlin, mon garçon, qui vous a été commandé par le metteur en scène, n'est-ce pas, du Théâtre national de Strasbourg, par Stanislav Nordé, et qui a dit, déclaré qu'il vous a laissé toutes les libertés, mais qui a quand même posé une question au préalable qui aurait pu pointer vers le Moyen-Orient, mettons. Et vous avez choisi Berlin, vous avez opté pour Berlin, et en contrepartie, pour Chinon, ce petit joyau de province en France dite profonde. Et ça m'intéresserait de savoir pourquoi Berlin et Chinon en contrepartie. En effet, quand Nordet, donc le directeur du Théâtre national de Strasbourg et qui est aussi metteur en scène, m'a fait part de son désir que j'écrive une pièce pour lui, en quelque sorte, et le théâtre de Strasbourg. Il m'a bien indiqué que j'étais entièrement libre d'écrire sur ce que je souhaitais. Il m'a simplement dit, si ça peut être utile, si ça te dit quelque chose, je te donne juste un mot, le mot de terrorisme. Et sois libre d'en faire ce qu'il te plaît, sois libre de n'en rien faire aussi si c'est cela que tu souhaites. Voilà juste le mot que moi je te lance en quelque sorte entre les mains. Et j'étais très déconcertée par ce mot que je trouvais absolument anti-littéraire, ou en tout cas qui ne correspondait absolument pas à mes sources habituelles d'inspiration. Il a été en tout cas évident pour moi que je ne traiterais pas du tout de ce sujet-là, enfin que c'était même inimaginable que je m'en empare comme d'un thème réel. Euh, alors simplement, j'ai en quelque sorte triché avec le mot. Il m'a été malgré tout très utile pour imaginer le personnage du garçon qui reste invisible dans la pièce. En tout cas, il m'a aidé, ce mot, simplement à mettre en place mon histoire et à donner un sens à la venue à Berlin de cette femme, donc prénommée Marina, qui se trouve être la mère du garçon inconnu. En tout cas, il est évident pour moi qu'il n'y aurait pas de Moyen-Orient, que je ne ferais évoluer mes personnages que dans des lieux que je peux voir, que je situe très bien, puisque je
suis une habituée, bien sûr, de Berlin et non pas de Chinon où je ne suis jamais allée, mais de ce genre de ville de province voilà, qui me sont extrêmement proches. Est-ce que vous saviez que Chinon est aussi le lieu où a été tournée une comédie française qui a eu un succès fou en France, mais aussi en Allemagne? Mais qu'avons-nous fait au bon Dieu? En allemand, c'était Monsieur Claude, unsere Töchter. Ah, Je ne sais pas, vous le saviez? non, Parce que c'est ce couple de beaux bourgeois catholiques de province qui va devoir, qui va vivre les mariages de leurs 4 filles avec des garçons ou bien musulmans, ou bien juifs, ou bien venus de l'Afrique noire, et qui n'attendaient pas du tout. Donc c'est ça le Chinon, c'est pour ça que je me suis dit quelle coïncidence, parce que oui, bon, c'est ça c'est la vrai, grosse comédie. c'est vrai. En tout cas, oui, c'est une coïncidence. Ce n'est absolument pas de ma part un clin d'œil que j'aurais fait à ce film. Non, c'est un hasard. Qui, mais j'aborde ça parce que dans votre pièce, parce que là c'est la caricature, hein, ce n'est pas un grand film. Je comprends pourquoi il y a eu ce succès, mais enfin il ne fait vraiment pas dans la dentelle. Donc c'est très gros, hein, l'humour est très gros et les clichés, c'est allègrement une danse de clichés. Mais ce que je trouve intéressant, il y a le personnage de la grand-mère que nous n'avons pas, qu'au LCB, nous n'allons pas rencontrer, Esther. Mais là, c'est justement pour moi le contrepoint. Parce que quand je parle de France profonde et vous dites, vous connaissez bien Chinon, enfin, non, vous connaissez ces petites villes de province. Oui, c'est une France encore, oui, enfin, c'est une France très différente euh, de, enfin, où la vie contemporaine n'est pas aussi prononcée, mettons, qu'à Berlin, justement. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que la grand-mère du garçon, Esther, elle est bien ancrée dans la foi. Et ça joue aussi un rôle, n'est-ce pas? Mais ça, peut-être on pourra en parler plus tard. Euh, mais, euh, mais mettons, Berlin est quand même caractérisé comme, d'abord, c'est le chant irrésistible et c'est le pays des merveilles, vu du point de vue de Marina, c'est une ville démoniaque et diabolique. Et c'est ça qui m'intéresserait un petit peu, si vous pouvez approfondir là-dessus, justement. C'est une ville démoniaque tout simplement parce que pour Marina, c'est la ville qui lui a pris son fils, c'est la ville qui a attiré son fils par des images illusoires grâce à des fantasmes et à des rêves d'une vie merveilleuse, une vie de fête continuelle et qui a dévoré ce garçon qui était peut-être sans doute trop faible, trop fragile pour résister au mirage de Berlin. En tout cas, c'est ainsi que Marina voit cette ville. Je ne sais plus si c'est elle dans la pièce ou si c'est Rudiger ou si c'est peut-être le père. Je ne sais plus qui parle, enfin qui fait une allusion au conte de Pinocchio. Et Pinocchio, vous vous souvenez, c'est cette histoire merveilleuse d'un petit garçon qui fait des bêtises et qui est emmené au pays des merveilles, le pays où on emmène les enfants qui font des bêtises en leur promettant que ils vivront dans un monde de plaisir constant, ils ne se nourriront que de friandises et en réalité le pays des merveilles se révèle être le pays de l'horreur puisqu'ils se transforment en ânes, tous ces petits garçons deviennent des ânes obligés de travailler sous la férule d'un maître épouvantable et l'histoire de Berlin et de ce jeune homme, c'est un peu l'histoire de Pinocchio d'une certaine manière.
Et c'est Marina qui le pense dès le début, quand elle pense à l'âne, justement, sous le fouet, effectivement. C'est Marina qui introduit le motif. Et, euh, et donc, oh, vous voyez, ça se confirme parce que à la lecture de la pièce, je me suis dit, c'est incroyable, cette pièce est courte et elle contient des romans entiers. Et je n'ai pas su déchiffrer justement ce symbole de l'âne, donc merci beaucoup. Et j'ai aussi réfléchi, parce que je réfléchis sur l'âne et je réfléchis sur le cygne, parce que c'est l'autre. Il y a l'âne par rapport au fils, mais il y a aussi le cygne. Le cygne, oui, c'est un autre conte. En français, il a plusieurs titres, évidemment, comme souvent les contes, mais c'est l'histoire de 7 princes euh, transformés en cygnes. Oui. Et leur sœur, leur unique sœur, doit se taire pendant 7 ans, je crois, pour que la malédiction qui frappe les princes soit levée et que les cygnes redeviennent des princes. Et non seulement elle doit se taire, mais elle doit coudre à chacun une chemise. Et un jour, une fois qu'elle aura fini ce vœu de silence, elle jettera chaque chemise sur le corps de chaque cygne et chaque cygne redeviendra prince. Et le, dans la pièce, le père du garçon, le père qui reste à Chinon, euh, tâche de se trouver une semblable obligation, tâche lui aussi de faire vœu de quelque chose pour que son fils revienne. Et il n'est pas assuré que cela se passe. En tout cas, il, il a cette croyance que s'il tient assez longtemps son vœu, de quelque nature qu'il soit, finalement, eh bien, il sera récompensé par le retour heureux, glorieux, de malheureux garçon. Oui, je comprends. Donc, parce qu'en fait, oui, pour nous, enfin, j'avoue, dans mon optique, et peut-être aussi dans l'optique de Marina, c'est en fait, il fait un vœu de passivité, n'est-ce pas, de ne rien faire, justement. Il reste à Chinon, il ne bouge pas, et tandis que Marina part, elle part vers cette Oui, ville. mais lui pense que c'est en ne faisant rien que les choses vont se faire. Il pense que c'est en renonçant à partir à la suite de ce garçon que le garçon va revenir. Il n'a pas forcément tort de penser que en ne poursuivant pas celui qui a choisi de disparaître, ce dernier peut rentrer de lui-même. Ce sont simplement deux manières de voir les choses. Elle lui en veut parce qu'elle a l'impression qu'il se cache ainsi derrière une faiblesse profonde de père, mais elle n'a pas forcément raison. C'est peut-être lui qui a raison, puisque on ne sait pas d'ailleurs à la fin ni si le fils va être retrouvé, ni qui va le retrouver. Ça va être aussi éventuellement peut-être Rüdiger, le logeur berlinois de Marina, qui finira par retrouver le fils. Et peut-être aussi que le fils non seulement ne va pas être retrouvé, mais qu'il aura le temps de commettre quelque chose d'effroyable qui les détruira tous. On ne sait pas. Rien n'est rien n'est sûr. Il faudrait presque une suite finalement à cette histoire. C'est presque la première partie d'une histoire qui n'a pas dit son dernier mot. Vous avez parfaitement raison, et c'est ça aussi, pour elle fait une impression si forte, et je pense qu'on peut la relire et le relire, et ça se poursuit en pensée. Et voilà, tous les scénarios possibles. Euh, et ce que je trouve intéressant, enfin, je reviens vers Esther, parce que nous avons cette opposition, là aussi, parce qu'à un moment donné, Rudiger, ce logeur, qui est aussi un personnage fascinant, ce personnage qui est tellement seul, enfin, qui nous apparaît tellement seul et
en fait, qui communique avec les choucas, avec les corbeaux, mais qui n'a pas un entourage humain avant de rencontrer Marina. Mais lui, il y a cette opposition, n'est-ce pas? La France, ce doux pays, Chinon, cette ville ravissante, enfin, il imagine en fait, un paradis en France. Et à un moment donné, il est aussi question de la jalousie, qu'il est jaloux de Chinon. Mais il y a aussi cette idée, et ça, je reviens vers la grand-mère, vers Esther, que dans ce paradis, dans cette ravissante petite ville, qu'est-ce qui s'est passé qui a rendu le garçon fou? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a chassé finalement à Berlin? C'est aussi une question. Donc, l'apparente idylle n'est peut-être pas une idylle, et peut-être que je me trompe, peut-être que je surinterprète, mais je trouve ça intéressant, ce que la grand-mère dit. Oui, mais la grand-mère, elle est peut-être, excessivement sévère et peut-être aussi excessivement attachée à vouloir trouver non seulement une responsabilité, mais une cause à un effet. Le fils est parti comme partent plein de jeunes gens quand, leur ville, de province finit par leur apparaître étriquée. Il n'est pas forcément parti parce qu'il a fui des parents qui auraient, commis des erreurs dans l'éducation, qu'ils lui ont donnée. Il a fui simplement, heu, l'ennui, la vie réduite comme le font, beaucoup de jeunes gens et il a choisi le contraire presque de Chinon, c'est-à-dire, il a choisi la métropole internationale qui a fait rêver tant de jeunes Européens ces 10 ou 15 dernières années. Il a choisi comme l'antithèse de ce Chinon qui, à ses yeux, devait aller très bien à des adultes mûrs, mais plus du tout au jeune homme plein de fougue et d'espoir qu'il était. Et Esther, en introduisant ainsi, comment dire, le coin du soupçon dans l'esprit de Marina et de Lénie, donc dans l'esprit des parents, le soupçon que ce serait de leur faute si même ensuite le pire arrive, hem, en introduisant ce coin du soupçon, elle commet quelque chose peut-être de mal aussi. Les parents ne sont pas toujours, heu, responsables ni coupables des fautes que commettent leurs enfants. Comme la plupart des parents, sans doute, Lénie et Marina ont fait comme ils ont pu et du mieux qu'ils ont pu, ce qui n'exclut pas certaines erreurs, mais bon, voilà tout et elle est sans doute cette Esther moins bonne qu'elle pense l'être, moins attachée à régler les choses de la meilleure façon qu'elle pense l'être. C'est intéressant. Et là, j'aimerais bien retourner à Marina parce que euh, son rapport à la ville change aussi fondamentalement au cours de la pièce et j'ai l'impression qu'il y a quand même, c'est aussi enfin, une émancipation, une délivrance peut-être même. Là, de nouveau, je préfère vous écouter justement parce que elle change à Berlin et son rapport à Berlin change, n'est-ce pas? Mmh. Elle change à Berlin dans la mesure où elle arrivait pleine de fureur contre cette ville et que cette fureur s'apaise. Elle arrivait aussi pleine, oui, d'un sentiment de culpabilité vis-à-vis de cet enfant qui lui échappe. Elle finit par s'en défaire grâce à Rudiger également et elle finit par, accepter finalement que son fils ait disparu dans cette ville. Elle finit aussi par, elle-même, hem, mmh, accepter en quelque sorte certaines
illusions. Il y a une scène avec une jeune fille, une jeune Allemande qui a bien connu le garçon et qui vient dire des choses importantes que Marina feint de ne pas comprendre finalement. Elle feint de comprendre que tout va bien et que son fils est dans une situation acceptable et normale. Euh, Elle sait très bien au fond d'elle-même que si elle veut comprendre, elle le peut et elle choisit de ne pas pour la paix de sa propre âme. Oui, mais peut-être aussi pour déculpabiliser, Mhm, peut-être, mhm. peut-être. Mais là aussi, de nouveau, cette richesse dans le texte, donc son couple avec Lénie était peut-être malheureux avant la disparition du fils, on le sait, mais enfin, mais, mais, euh, mais elle prend quand même des décisions dans cette ville, Berlin, dans cette ville qui lui paraît si triste au début. Et donc, est-ce que cette ville du malheur pourrait-elle devenir une ville du bonheur pour Marina? Enfin, très Oui, simplement. oui, elle change vis-à-vis de Chinon aussi, où elle se rend compte peut-être que dans cette ville et dans cette vie de Chinon, elle avait fini par s'endormir d'un sommeil qui n'était peut-être pas le meilleur et Berlin, d'une certaine manière, la réveille et Rudiger, cet étrange logeur berlinois, la réveille également, comme l'arrivée de Marina réveille Rudiger qui dormait, lui, d'un sommeil profond mais triste, d'un sommeil euh, qui ne lui procurait aucune joie. Et ces deux êtres d'âge mûr qui n'étaient pas prédisposés du tout à se rencontrer tombent finalement un peu par hasard l'un sur l'autre. Ils tombent aussi l'un sur l'autre par le hasard d'une loi qui a été promulguée à Berlin ou en Allemagne en général, je ne sais pas, il y a Mais quelques c'est années, je uniquement crois, pour et Berlin. qui, oui, d'accord, et qui interdisait enfin, ce qu'on appelle le Airbnb, hein, enfin, Exactement, oui. qui faisait obligation aux logeurs de louer une pièce ou deux, mais d'un appartement qu'ils occupent en tant que résidence principale. Et Marina ignorait cette loi et elle avait réservé cet appartement de l'immeuble du Corbusier en croyant l'occuper seule et elle se retrouve à devoir l'occuper aux côtés de ce Rudiger qui bien sûr ne lui est rien et qui au début lui inspire des sentiments plutôt d'antipathie. Donc ils se rencontrent vraiment par hasard et c'est une rencontre pour eux euh, non seulement bénéfique mais miraculeuse. Et c'est, enfin, quand j'écrivais la pièce et quand je suis arrivée à la fin, il apparaissait pour moi comme une sorte d'évidence, mais qui n'en est pas une en réalité, que le salut viendrait de Rudiger et que c'est peut-être Rudiger qui saurait, lui, euh, trouver le fils dans cette ville immense, dans cette ville euh, infinie. Mais oui, que Rudiger apporterait le bon euh, dans ses vies pas forcément détruites, mais en tout cas dans ses vies problématiques. Oui, c'est la mission qu'il se donne d'ailleurs. Euh, et vous avez dit une fois, aussi dans un autre entretien, que au cours des années d'écriture, vous avez quand même, vous aimez dépeindre les lieux que vous connaissez, comme vous l'avez dit justement. Et c'est pour ça que là, je voudrais bien vous poser des questions sur votre rapport à Berlin, parce que vous avez quitté la France en 2007
Oui. quand Sarkozy a été élu. Et je me suis demandé, pourquoi avez-vous choisi Berlin? Connaissiez-vous la ville avant? Euh, Était-ce un chant irrésistible? Et ensuite, vous y avez vécu 10 ans. Vous ne vivez plus à Berlin ou juste quelques mois par an, mais vous dites que la ville ne vous quitte pas, que vous ne quittez pas la ville. Et je voudrais savoir euh, où sont les parallèles et les différences avec la vision et l'expérience qu'a Marina de la ville de Berlin. C'est un peu confus, mais Berlin, je le sais en effet, restera ma ville, la seule ville d'ailleurs qui soit proche de mon cœur. Il y a des villes que j'aime ailleurs dans le monde, mais jamais je ne serai aussi en amour avec une ville que je le suis avec Berlin, même si ça peut sembler paradoxal, mais fait le choix aussi de ne plus y vivre en permanence. J'ai fait le choix de revenir dans cette province française que je connais si bien et que j'aime énormément, simplement parce que j'aime vivre à la campagne et que Berlin ne peut absolument pas prétendre à être une ville de province et ni bien sûr une ville dans, dans la nature, même si il y a plein de lieux de nature à Berlin. J'avais passé plusieurs mois à Berlin en 1993 avant de partir de manière oui, précipitée, mais surtout sur un échec dans ma relation avec cette ville. Vous souvenez peut-être que 93 était une année terrible à Berlin d'agression contre des foyers turcs et il y a eu de nombreux morts assassinés par des membres de l'extrême droite euh, de, de l'époque et je ne me sentais pas du tout à l'aise dans cette atmosphère-là. Donc j'avais quitté Berlin au bout de quelques mois alors que j'étais censée y rester au moins une année. Et je n'y étais jamais retournée jusqu'en 2007 et je croyais que je n'aimerais plus jamais cette ville après ce départ de 1993 et en y retournant à l'occasion d'une série de lectures au début de 2007, j'ai compris que la ville avait changé, que ce n'était plus du tout celle que j'avais quittée si longtemps auparavant et j'ai compris que cette ville-là, j'étais de nouveau non seulement en mesure de l'aimer, mais que j'avais envie d'y être et que déjà je l'aimais profondément. je vous comprends. Je vous comprends parce que cette ville qui n'a pas les attraits d'une ville comme Paris, quand on la découvre, euh, enfin, moi aussi, je n'ai plus envie de la quitter, cette ville. J'y vis ici depuis 20 ans, donc je vous comprends, mais quand même, euh, comment est-ce que... Enfin, moi, comment est-ce que votre rapport, voilà, comment est-ce que votre rapport à Berlin a évolué en ces 10 ans de vie sur place, justement? Hum, Ce qui a beaucoup changé par rapport au premier temps de ma vie à Berlin, c'est que je suis partie quand même sur l'impression d'un échec personnel, sur une impression de déception que je me suis infligée à moi-même, tout simplement parce que je me suis rendu compte que j'avais été incapable d'apprendre l'allemand à un niveau décent, que finalement, quelque effort que j'ai pu faire, puisque j'ai passé des années de cours intensifs pour tenter d'apprendre cette langue, que j'étais certaine en arrivant
d'arriver à apprendre relativement vite, tant j'y ai mis de, de, de cœur et tout simplement de temps. Et je me suis fortement déçue en me rendant compte que je n'y arriverais pas, qu'il y avait quelque chose dans mon esprit qui m'empêcherait d'acquérir la parfaite maîtrise de cette langue. Et c'était une forme d'humiliation aussi parce que finalement, hem, quand j'étais au lycée, quand j'étais écolière, j'ai toujours été une bonne élève. Enfin, je n'ai jamais eu aucun problème d'apprentissage, au contraire. Et là, pour la première fois, je me suis retrouvée mauvaise élève et non pas mauvaise élève, parce que je n'aurais pas voulu travailler, mauvaise élève malgré un travail intensif. C'est quelque chose que je n'arrive pas vraiment à comprendre, en moi-même. Et donc les années, s'écoulant, Berlin, la vie en Allemagne me rappelait aussi, toujours, à cet échec, me ramenait toujours à cet échec. Et c'est quelque chose qui, lorsque j'en parle, me me rend triste, en fait, comme une relation qui n'aurait pas pu aller, tout à fait à son terme, de mon propre fait, de ma faute. Oui, mais nous célébrons, enfin, cette journée Paratax, la French Reconnection célèbre justement euh, que Berlin est une langue plurilingue, une ville plurilingue maintenant. C'est une ville ouverte au monde et chacun est libre de parler la langue qu'il veut. C'est Oh un des oui, très grands attraits de oui. la ville, justement. Oui, mais je pense que la première chose qu'on doit faire quand on arrive dans un pays, c'est d'apprendre la langue. Enfin, il y a pas là-dessus, enfin, ça me semble une évidence. Il y a toute une sociabilité à laquelle on ne peut pas avoir accès si on ne maîtrise pas la langue. On peut tout à fait rester dans son milieu francophone ou anglophone et vivre très agréablement, mais c'est quand même pas le plus intéressant. Je vois ça même comme une question de respect minimal vis-à-vis du lieu. Enfin, Non, non, je suis tout à fait d'accord, mais comme j'ai eu le bonheur de vous rencontrer aussi en vrai avant la pandémie, j'ai quand même eu le sentiment, nous nous sommes vus à Berlin, nous nous sommes vus à Stuttgart, j'ai eu le sentiment que vous comprenez beaucoup et que vous prenez part, mais à 100%. Donc, je pense que là, vous êtes peut-être trop sévère avec vous-même. Et c'est un fait qu'il est plus difficile d'apprendre une langue de façon active quand on n'est plus un enfant, c'est normal, mmh. hein. Oh oui, mais dans mon cours, il y avait des gens plus âgés que je ne l'étais à l'époque et qui apprenaient très bien aussi, hein. Je il y a Oui, mais peut-être que, vous savez, votre français, votre magnifique langue et outil de travail, peut-être que c'est le français qui était jaloux de l'allemand. Je n'exclurai pas cette pensée-là. mmh. Peut-être que le français s'est dit non, non, je ne permettrai pas à l'allemand d'accaparer l'esprit de Marie Ndiaye. Peut-être que c'est ça, Ça me pour une écrivaine. C'est une explication extrêmement séduisante et flatteuse, mais qui me semble, justement trop gratifiante pour que je puisse, l'accepter, facilement. Mais Je ne vous forcerai pas, mais je trouve qu'elle est assez plausible, mais je respecte, je respecte votre souhait. Chère Marie Ndiaye, je vous remercie de tout cœur pour cet entretien. merci. Trop court, mais on se retrouvera, j'espère. Et Berlin vous accueille, Berlin que vous ne quittez pas vous accueille, je pense, toujours les bras ouverts et les oreilles grandes ouvertes aussi. Et je serais très heureuse en esprit de me retrouver au LCB, cet endroit que j'ai beaucoup aimé, fréquenter à l'époque. Et ce sera un merveilleux cadeau d'anniversaire, puisque ce sera en plus
mon Ah, anniversaire. Donc, j'en suis d'autant plus contente. Merci. merci, nous trinquons à votre santé. Merci, au revoir. Merci, au revoir, chère Marie. Merci beaucoup. Au revoir, Patricia.